Mesdames et messieurs, bienvenue sur la télé-école, la chaîne 100% éducative. Vous êtes sur le plateau de Science Tech, qui est l'émission qui aborde tous les sujets scientifiques et technologiques. Aujourd'hui, nous parlons de la digitalisation, repensant le marketing. C'est un thème qu'on entend beaucoup. Il y a des cours à l'école, marketing, mais est-ce qu'on connaît réellement ce que c'est le marketing? Pour pouvoir développer cette thématique-là, j'ai un invité de pointe. Il s'agit de monsieur Pape Mamadou Diouf. Bonjour monsieur. Bonjour. Voilà. Merci d'avoir accepté l'invitation de la télé-école. Merci beaucoup, tout le plaisir pour moi. Parfait. Alors, monsieur Mamadou Diouf est un spécialiste en marketing, communication digitale, un consultant analyste des réseaux sociaux et de neuromarketing. C'est un terme que j'apprends aujourd'hui, j'avais jamais écouté, mais bon, il va nous expliquer à la fin c'est quoi, pour qu'on puisse nous tous savoir. Exactement. On va rentrer directement dans le vif du sujet. On parle de marketing aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est que le marketing, de manière simple? Ouais, merci beaucoup. Déjà, de manière simple, le marketing, c'est considéré comme l'ensemble des techniques, des stratégies que les entrepreneurs, les entreprises utilisent pour faire la promotion de leurs services ou activités ou produits sur Internet. C'est-à-dire avoir juste des clients ou bien pour pouvoir acquérir ce qu'on appelle de nouveaux consommateurs. Je vois. Exactement. En gros, c'est primordial. Ouais, c'est primordial. Tout est une question de marketing dans la vie. Ouais, c'est ce que je comprends parce que si on n'a pas de marketing, on peut pas promouvoir ses produits, ses services, on peut rien faire. Ou bien même pour faire la promotion de sa propre personne aussi. Surtout, le produit peut être nous. Oui, bien sûr, le produit. Effectivement. Exactement. Waouh, j'avais pas vraiment cerné, mais en écoutant la définition, on se rend compte que c'est même le point clé même pour débuter quelque chose. Exactement, ouais. exactement. Mais qu'est-ce qui différencie le marketing traditionnel et le marketing digital? Oui, en fait, la différence est simple. Déjà, comme j'ai l'habitude de l'expliquer, déjà on quitte d'un monde physique vers un monde numérique. Déjà, si on parle de marketing traditionnel, je donne juste quelques exemples. Les entreprises avaient tendance à utiliser ce qu'on appelle des campagnes de communication avec des affiches, des flyers, ou bien des spots radio ou bien télévisés, etc. Donc là, en fait, c'était une façon de faire juste essayer de pouvoir trouver ce qu'on appelle atteindre le consommateur, mais c'est pas de façon spécifique. Alors, si on parle de ce qu'on appelle le marketing, e-marketing digital, là, c'est de façon beaucoup plus spécifique, c'est-à-dire la personne a la possibilité de pouvoir faire des publicités via ce qu'on appelle les réseaux sociaux, via Internet ou bien en utilisant ce qu'on appelle les algorithmes un marketing de point, c'est-à-dire qui va permettre à la personne de pouvoir, l'entreprise d'atteindre directement ce qu'on appelle le client à travers ce qu'on appelle des stratégies ou bien des contenus qui publient sur les réseaux sociaux. Là, l'interaction devient beaucoup plus directe avec ce qu'on appelle les commentaires ou bien l'achat d'un produit ou bien autre, etc. Différent du marketing traditionnel, en fait. Franchement, la différence se voit clairement. Exactement. Moi, je me rappelle avant, quand j'étais petite, les publicités, c'était sur le journal. Exactement, sur le journal, oui, voilà. À la fin du journal, on voit des affiches et tout ça, mais aussi dans la rue. Exactement. Mais c'est restreint. Parce qu'il y a que les habitants, peut-être de la ville dans laquelle tu te trouves qui peuvent voir. Mais aujourd'hui, avec les réseaux, c'est partout. Ouais, c'est partout. Il y a l'ouverture, hein. Déjà, il y a l'ouverture internationale, alors que l'autre, c'était un tout petit peu limité. Et avec les réseaux, le e-marketing, avec le comme j'ai tant expliqué, ça touche l'ensemble de tout ce qui tourne autour de l'Internet, e-services, e-numérique, etc. C'est effectivement. On a sorti un mot crucial, réseau. Exact. La deuxième question, c'est comment les réseaux sociaux ont-ils transformé les stratégies de marketing des entreprises? Oui, en fait, depuis l'avènement des réseaux sociaux, vous l'avez remarqué, hein, donc les entreprises ont tendance à mettre en place ce qu'on appelle des stratégies assez simples en termes de communication surtout, parce que les réseaux sociaux, forcément, vous en connaissez plusieurs, Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat et autres. Donc, ça permet forcément à une transformation, à
permettre aux entreprises d'avoir une autre facette de communiquer sur ce qu'on appelle, à travers ce qu'on appelle les stratégies. Parce que déjà, chaque entreprise, comme j'ai tantôt l'habitude de dire, doit avoir ce qu'on appelle une communication ciblée pour chaque plateforme qu'il doit utiliser, qu'elle doit utiliser, que ce soit sur Facebook, Instagram, LinkedIn, etc. Donc, on doit avoir ce qu'on appelle une communication assez spécifique pour pouvoir faire la communication. Donc, ça fait de telle sorte que l'entreprise a une possibilité d'interagir directement avec ce qu'on appelle l'internaute à travers les contenus que l'entreprise publie sur les réseaux sociaux. Donc, vous avez remarqué que aussi les entreprises ont tendance à rechercher des community managers ou des social media managers, etc. Donc, le but derrière, c'est quoi? C'est de permettre à l'entreprise d'avoir une visibilité. C'est-à-dire, toute entreprise savent maintenant l'enjeu est énorme. Et que on doit directement atteindre le client à travers ce qu'on appelle les contenus qu'on doit publier sur les réseaux sociaux et pouvoir aussi avoir ce qu'on appelle cette contact, comme j'ai l'habitude de le dire, direct. L'internaute a la possibilité de faire ce qu'on appelle, de faire avec des call to action, de contacter directement l'entreprise. Et aussi, il y a ce qu'on appelle le social media commerce aussi qui existe depuis un moment et qui permet aux entreprises d'augmenter ce qu'on appelle le chiffre d'affaires à travers ce qu'on appelle l'utilisation des réseaux sociaux. Wow. Exactement. Nos parents qui ne sont pas encore éduqués avec la digitalisation disent que les réseaux sociaux ne servent à rien. Mais non. Non, du tout. En fait, parce que ils ont tendance à dire ça parce que forcément ils connaissent pas les enjeux. Ça ignore les enjeux et si vous ignorez les enjeux de quelque chose, donc souvent vous avez dit que c'est quelque chose de néfaste. Mais l'idée que nous avons derrière, c'est de montrer l'aspect positif, ce qu'on appelle des réseaux sociaux. C'est-à-dire que comment communiquer de façon beaucoup plus simple et méthodique et pour pouvoir atteindre ce qu'on appelle des cibles via ce qu'on appelle les plateformes. Effectivement. Les réseaux sociaux facilitent vraiment beaucoup je pense que s'il y avait pas de réseau, ça allait quand même être un peu plus complexe. Ouais, ça va être hyper complexe, en toute sincérité. On peut passer à la question suivante qui dit, comment l'analyse des données, parce qu'on sait tous que sur les réseaux, ce sont des données qui circulent, qui vont et qui viennent. Comment l'analyse des données et le big data influencent-ils les décisions du marketing digital? Oui, en fait, si on parle de données et de big data, déjà, il y a ce qu'on appelle une relation avec l'influence qu'on appelle au niveau du marketing. Parce que déjà, il y a ce qu'on appelle la possibilité de pouvoir faire ce qu'on appelle des segmentations. Déjà, souvent, je donne l'exemple, vous pouvez entrer au niveau d'un site web e-commerce, je vais pas citer de nom, mais vous pouvez acheter un produit et à chaque fois, on suggère d'autres produits, c'est-à-dire similaires. Et ça, ce qui le fait souvent, c'est ce qu'on appelle les données. Ça, c'est un exemple. Et aussi, en termes de big data aussi, souvent, on entend à expliquer sur ce qu'on appelle en termes de valeur, vélocité, en termes aussi de variété, etc., etc. Donc, tout ça, c'est des informations que l'on utilise en termes de big data et de données pour pouvoir mieux orienter ce qu'on appelle notre publication ou bien notre publicité. Parce que sur les réseaux ou bien en termes d'internet, on parle de marketing, on doit avoir tendance à faire de la publicité. Ces publicités sont sous deux angles, l'aspect simple et aussi l'aspect ads. Si on parle de l'aspect ads, c'est quand vous utilisez les social media ads pour booster sur Facebook. Je donne un exemple sur Instagram, etc. Il y a beaucoup qui l'utilisent. Exactement, il y a beaucoup qui l'utilisent. Ils vont se baser souvent sur ce qu'on appelle ces données qu'ils ont à chaque fois avant de faire des campagnes de publicité. D'où l'importance que je dis souvent à mes apprenants, ou bien si vous êtes un SEM ou bien un digital marketer, avant de commencer une entreprise, il faut essayer de revoir l'ensemble des données en termes d'analyse pour mieux après orienter la communication sur ce qu'on appelle sur les réseaux. Donc, pour vous dire que les données, que ce soit les big data, parce que si on parle de big data, c'est l'ensemble des données qui sont beaucoup plus énormes, comme j'ai tant expliqué en termes de valeur, en termes de véracité, en termes d'autres exemples. Donc, ça permet d'orienter, de réorienter ce qu'on appelle notre communication et aussi d'avoir ce qu'on appelle des aspects d'automatisation et aussi d'orientation, de suggestion de produits, de recommandations et de segmentation aussi. D'accord. Je vois en ce moment, il y a beaucoup d'entreprises qui sont en ligne, qui n'existent pas forcément de manière physique, mais ils sont en ligne et qui font des collectes de données. Moi, récemment, j'ai commandé une chaussure en ligne
Et je suis repartie quelques semaines recommandées. J'avais vu que mes informations étaient déjà enregistrées Exactement. dans ce site-là. Je me suis demandé, est-ce que ces entreprises-là ont la sécurité nécessaire? Parce que lorsqu'il y a une collecte de données comme ça devient une mine d'or. Oui, ça devient une mine d'or parce que il y a même des entreprises qui évoluent uniquement dans ce secteur de collecte de données. Wow. Parce que c'est à travers les données qu'ils peuvent faire des suggestions de produits. Effectivement. Exactement. De façon beaucoup plus, simple. Parce que si vous avez des données de Flora, vous savez que Flora, par exemple, quand elle utilise tel produit, qu'elle achète tel produit, forcément, s'il est au niveau d'un tel site internet, forcément, elle va acheter tel produit ou bien tel produit. Donc, ces données-là, c'est des mines d'or. Oui. Des mines d'or que des entreprises utilisent. Maintenant, le problème en est que sur Internet, ce que j'ai l'habitude de dire aussi, on n'est jamais en sécurité. Voilà, on fait juste comme ça, on essaie de faire semblant comme ça, mais on est jamais en sécurité. Et, les entreprises jouent avec nos données. Ils puisent nos données et voilà, en termes de suggestion de produits, parce que c'est à travers ça qu'ils peuvent augmenter leur chiffre d'affaires et le panier d'achat. Au fur et à mesure en avant, je me dis, est-ce qu'on va réellement pouvoir protéger? Enfin, comment dire, c'est le meilleur que tu vois en Exactement. ligne. Et là, tu es obligé en quelque sorte d'acheter. Bien sûr. Mais en même temps, il y a cette protection de tes données là où tu sais plus comment faire, tu es mitigé, c'est vraiment compliqué. Parce que moi, j'en souffre vraiment parce que tu sais plus. Exactement. Le bon du faux, tu sais pas. Tu sais pas. Tout est en ligne. Oui, c'est ça. C'est pour ça, en fait, on suggère souvent, si vous voulez acheter en ligne, de pouvoir acheter à travers des sites internet qui sont hyper sécurisés. Il y en a. Je veux pas, comme j'ai tenté d'expliquer, citer de nom, mais vous connaissez forcément des sites internet qui évoluent dans le secteur de e-commerce. Mais en termes de politique de confidentialité, eux, ils ont souvent ça. C'est-à-dire des politiques de confidentialité qui vont vous soumettre à chaque fois avant de mettre vos données. Ils vont vous dire que voilà, si vous achetez nos produits, vous pouvez entrer vos données, mais vos données sont respectées. Mais carrément, ils vont utiliser ces données-là après pour faire ce qu'on appelle en termes de redirection, en termes aussi de retargeting, etc., etc. Donc, juste pour augmenter ce qu'on appelle le panier d'achat, quoi. Je pense qu'on devrait être éduqué au moins. Pour reconnaître les bons sites sécurisés de ceux qui ne le sont pas. Mais bon, malheureusement, aujourd'hui, c'est un peu compliqué. Mais heureusement qu'on a des spécialistes comme vous pour nous ouvrir les yeux. Surtout. Et reconnaître les bons et les mauvais sites. Oui, parce qu'il y a des sites de phishing qui existent. Ah oui. Voilà, des sites de phishing uniquement. Ils vont dire, voilà, vous pouvez acheter en 24 heures. On est en promo. Tac, vous venez, vous mettez vos informations, ils vont ficher toutes vos données. Et ça, peut-être, on aura l'avenir, on aura peut-être l'avantage d'y revenir, Inch'Allah. D'accord. Dans l'avenir. Ok. Quelles sont les meilleures pratiques pour optimiser le référencement SEO d'un site web dans un cadre de e-marketing? Oui, en fait, déjà, en termes de référencement, souvent, toute entreprise, mais tout entrepreneur a besoin d'être bien référencé sur Internet. Parce que le référencement, se joue à travers ce qu'on appelle des mots-clés. Que, par exemple, si Flora a ce qu'on appelle un business ou bien une activité, forcément, elle doit se mettre à la place de l'internaute ou bien du client. C'est-à-dire, va se dire que Pape Modou, moi, je vends tel service, mais j'ai telle activité, je vends tel produit. Pape Modou doit faire de telle sorte que je réfléchis, tu réfléchis, tu te dis que voilà, Pape Modou, il entre sur www.tel.com, bien sûr, entre sur les réseaux sociaux en termes de parcours client, il va rechercher tel mot-clé, et ce tel mot-clé, ça doit être rattaché directement à ce qu'on appelle mon produit ou service. Donc, le référencement, déjà, il y a plusieurs techniques, parce que le SEO, c'est ça qu'on appelle le référencement naturel. C'est-à-dire, ça demande un travail, un job énorme, différent de ce qu'on appelle du SEA, du Search Engine Advertising. Là, tu vas faire ce qu'on appelle le référencement payant. Ça, tu payes Google ou autres, Bing Ads, pour mieux référencer ce qu'on appelle ton site internet. Alors, maintenant, il y a des techniques déjà, parce que, comme j'ai tantôt expliqué en amont, toute entreprise aimerait être visible sur les réseaux sociaux ou bien sur ce qu'on appelle sur Google. Parce que sur Google, c'est cette guerre de SERP, exactement, de Search Engine Result Page. C'est cette page de Google, quand quelqu'un recherche un produit ou bien quelque chose, automatiquement, il y a tous les sites internet qui vont se bousculer, essayer d'être en haut de ce moteur de recherche. Parce qu'il t'arrive forcément, je sais que
quand tu recherches quelque chose sur Google, ça t'arrive pas d'ouvrir d'autres pages de Google, mais tu vas te figer sur la première. Exactement, sur la première page. Donc, c'est pour cela, en fait, les entreprises, se battent pour mieux être en position sur ce qu'on appelle. Donc, déjà, il s'agit d'avoir un bon site Internet. Ça, c'est évident. D'avoir d'excellents contenus. Et aussi de mieux jouer avec ce qu'on appelle les mots-clés. Surtout. Et ces mots-clés-là, c'est des mots que vous devez utiliser qui doivent avoir un rapport direct avec ce qu'on appelle votre activité. Et il y a des outils qui vont permettre de pouvoir faire ça. C'est-à-dire, aujourd'hui, vous avez votre entreprise de mode, de boutique. Forcément, par moment quand il recherche des habits, forcément, il va rechercher des mots-clés comme chemise, ou bien montre, ou bien, etc. Donc, il y a des outils comme SEMrush, ou bien Ahrefs, ou bien, etc. Donc, quand vous mettez juste le mot-clé, et vous choisissez le Sénégal, ils vont vous sortir, vous aurez tous les mots-clés qui ont un rapport direct avec votre activité et que les Sénégalais recherchent. Donc, vous avez copié ces informations si possible et de mettre ça sur votre site Internet ou bien sur vos plateformes et tout. Donc, pour finir aussi, il y a ce qu'on appelle les backlinks et autres. Ça a fait de telle sorte que, en termes de redirection, votre site puisse rediriger à chaque fois un client ou bien une personne surfe sur votre site Internet. Donc, la personne puisse, avoir ce qu'on appelle des informations. Si la personne clique sur notre site Internet, donc puisse être redirigée sur votre site Internet, etc. Et pour finir, j'ai le temps d'expliquer parce que le SEO est tellement passionnant, mais il y a ce qu'on appelle le user experience, l'expérience utilisateur. Parce que, en termes d'indexation, avec ce qu'on appelle l'indexation de Google, parce que si vous avez votre site internet téléécole.com ou bien telflora.com, donc vous devez indexer de telle sorte que Google puisse reconnaître votre site internet. C'est-à-dire l'indexation avec Google Search Console. Une fois que c'est fait, il y a ce qu'on appelle l'expérience utilisateur. C'est-à-dire si vous entrez au niveau du site internet, vous devez faire de telle sorte que le site puisse être fluide. C'est-à-dire accessible, pas de traîne, etc. Le chargement doit être rapide, etc. Les images de qualité, les contenus, les textes, tout doit être bien optimisé pour mieux jouer avec ce qu'on appelle le référencement. Quand on entend marketing, on a l'impression que c'est très loin de technologie, c'est très loin de tout ce qui est Internet, mais on peut dire que tout est lié, en fait. Tout est lié, tout est lié, tout est lié. Surtout, tout est lié, tout est lié. Parce que j'ai l'habitude de dire, le client qui vous contacte sur Internet, soit il vous contacte sous deux angles, l'aspect physique ou bien l'aspect émotionnel. Parce que tu peux être nerveux, entrer sur une application ou un site internet, ça bug automatiquement, tu sors, hein. Pour aller chercher d'autres. Donc, pour cela, en fait, tout ça, ça joue avec ce qu'on appelle le SEO, le référencement. Ok, d'accord. Merci beaucoup pour la réponse très claire. Et moi, j'entends souvent SEO, mais c'est vraiment big, hein. Il y a beaucoup de notions à l'intérieur. Exactement. Alors, comment les technologies comme l'intelligence artificielle peuvent-elles améliorer l'expérience client et les campagnes de marketing? Oui, déjà depuis quelques années, hein, depuis 2022, 2021, on parle maintenant de l'intelligence artificielle, surtout avec l'avènement de l'intelligence artificielle générative, qui est différente de l'intelligence artificielle, qui est beaucoup plus approfondie. Déjà, moi personnellement, je commence à l'utiliser, surtout l'intelligence artificielle, c'est-à-dire pour mieux capter l'attention de l'internet, parce que déjà l'exemple phare que je vous donne en termes de contenu, en termes aussi de user experience, déjà, personnellement, il y a des clients, quand ils vous contactent, ou bien ils sont sur le niveau de votre site internet, ils vous contactent parce que soit il y a ce qu'on appelle cette option de pouvoir directement chatter avec vous. Donc, avec l'intelligence artificielle, vous avez la possibilité de créer ce qu'on appelle des chatbots. Donc, ces chatbots d'automatisation que vous pouvez créer et intégrer directement vers votre site internet. Donc, à la place, ces chatbots vont répondre ce qu'on appelle l'internet ou bien le client. L'autre option aussi, en termes d'intelligence artificielle aussi, il y a ce qu'on appelle l'option des contenus. Parce que ces contenus-là aussi, qui sont maintenant générés souvent par l'intelligence artificielle, parce que récemment, j'ai fait ce webinaire en disant que il y a un rapport entre ce qu'on appelle le marketing, l'impact du marketing digital et de ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, ou bien le rapport entre les deux, comment utiliser de façon beaucoup plus améliorée, beaucoup plus positive. Donc maintenant, on a la possibilité avec l'intelligence artificielle de pouvoir créer ce qu'on appelle des captions, c'est-à-dire en termes de copywriting, c'est-à-dire les contenus qu'on peut créer de textes, parce qu'il y a des textes qui doivent accompagner souvent nos publications sur les réseaux sociaux. Ça, c'est one. Secondo aussi, il y a ce qu'on appelle la possibilité de pouvoir générer ce qu'on appelle des images. Ces images, tout à l'heure, je l'ai expliqué. En même temps aussi, on a la possibilité de générer ce qu'on appelle des vidéos avec des outils qu'on utilise avec FreePic, CleanEye, etc. Récemment, vous avez remarqué qu'il y a
une vidéo qu'on a tournée récemment avec le rappeur Dip Doundou Guiss. Récemment aussi, il y a par exemple des vidéos que j'ai commencé à générer, c'est-à-dire l'idée derrière que j'ai, c'est de générer ce qu'on appelle des Flora à une entreprise, mais elle n'a pas la possibilité, par exemple, elle veut pas s'exposer. Oui. Mais avec l'intelligence artificielle, on a la possibilité de générer une personne comme Flora, voilà, comme Flora, donc qui va venir faire la présentation de ses produits, de ses articles et poster ça sur ce qu'on appelle sur les réseaux sociaux. Wow. Donc il y a énormément d'avantages, surtout en termes de segmentation, de redirection, ou bien en termes d'automatisation, ou bien en termes aussi de suggérer, parce qu'aujourd'hui on a la possibilité avec l'IA de pouvoir faire de telle sorte que si vous avez votre site internet, ou bien si on utilise par exemple Facebook Advantage Plus sur Facebook quand vous boostez vos articles, ou bien d'autres outils, on a la possibilité de faire de telle sorte que le client puisse, qu'on puisse suggérer le client des produits, le client puisse avoir des suggestions de produits ou bien d'articles de façon beaucoup plus spécifique, personnalisée, pour mieux capter son attention afin de qu'il puisse acheter ce qu'on appelle le produit à travers le upselling ou bien le cross-selling. Wow. C'est l'intelligence artificielle facilite tout, hein? Ouais, exactement. Ça facilite tout. Moi, j'ai vu récemment, il y avait un défilé de mode qui s'est fait de manière virtuelle. Virtuelle, exactement. Extraordinaire. C'est-à-dire qu'il y a même des métiers qui vont disparaître. Oui. Ah oui, c'est vrai. Incroyable, ça. C'est vrai. Si on parle de presque de centaines de millions de métiers qui vont disparaître d'ici 2030. Maintenant aussi, c'est vrai que certes, il y en a plus de millions et des milliers de métiers qui vont naître, c'est vrai, certes. Mais bon, par exemple, nous, dans notre domaine, en termes de stratégie, souvent, avec l'intelligence artificielle, vous n'avez plus besoin de mettre en place, de trouver un consultant pour qu'il puisse mettre en place une stratégie. Avec l'IA, vous avez la possibilité, avec les ChatGPT, les DeepSeek et autres, vous avez la possibilité, mais si vous maîtrisez les prompts, en fait, vous avez la possibilité de demander à ChatGPT de pouvoir bâtir une stratégie de marketing. Mais après, le problème, c'est que il faut juste s'adapter par rapport à tout ça, quoi. Oui, je vois. C'est vraiment moi, je trouve que le plus gros travail avec ChatGPT, c'est comment lui dire. Exactement. Et je pense que ça, c'est un métier peut-être qui va se former. C'est-à-dire des gens qui sont spécialisés dans la manière de communiquer avec ChatGPT pour qu'il puisse vous sortir ce qu'il faut. Surtout. Et ça, il faut être très intelligent pour, ça, les prompts, ne sont pas donnés à tout le monde, non, c'est pas tout le monde qui maîtrise ça. Il faut avoir des prompts spécifiques, et dans un cadre, mieux amélioré parce que ils accumulent ce qu'on appelle des informations pour mieux nous fournir d'autres informations. Donc, il faut, être spécialiste. Où va le monde? Mais on sait pas. On avance seulement, on attend voir où on va, mais c'est beau. Moi, je trouve ça vraiment beau. On parle d'influenceurs. C'est un métier. Je vois beaucoup sur les réseaux s'auto-proclamer, je suis influenceur. On va parler on va dire quel rôle jouent les influenceurs dans le marketing digital et comment les marques peuvent-elles collaborer avec eux? Oui, en fait, déjà, ce terme, comme tu l'as souligné, influenceur, parce que ça fait débat, hein. Oui. Parce que ça fait débat parce que il y en a qu'on considère des influenceurs, d'autres disent je suis créateur de contenu, d'autres, etc., d'autres je suis ambassadeur, advocacy, etc. Mais, pour une explication beaucoup plus simple, hein, comme j'ai l'habitude de dire aussi, l'influenceur, c'est considéré comme la personne qui est capable d'influencer sa communauté pour qu'il puisse acheter ou bien suivre une entreprise ou bien acheter les produits d'une entreprise ou autre. Maintenant, est-ce que, par exemple, la personne est capable d'influencer sa communauté? Ça aussi, ça fait débat. Parce que déjà, l'influenceur peut jouer en termes de rôle pour une entreprise, en termes de rôle, parce que si une entreprise recrute un influenceur, c'est pour développer ce qu'on appelle son image, surtout en termes de marketing, en termes de visibilité. Donc là, l'influenceur va jouer un rôle qui va permettre à l'entreprise de mieux faire ce qu'on appelle, de positionner ce qu'on appelle les produits de l'entreprise. Si on parle de marketing de positionnement, de marketing d'influence, c'est ça. C'est quand l'influenceur peut positionner les produits de l'entreprise à travers ce qu'on appelle une communication, des vidéos ou autres, pour mieux montrer ce qu'on appelle les produits de l'entreprise à sa communauté. Maintenant, est-ce que sa communauté, c'est une communauté qui est assez réactive, c'est-à-dire qui sont capables de pouvoir réceptionner le message et autres?
D'où maintenant, vous avez tendance à voir que maintenant, les influenceurs sont en train de faire ce qu'on appelle la publicité des produits d'une entreprise en collaboration sous forme de sketch, sous forme de message, sous forme de telle chose pour mieux positionner ce qu'on appelle le produit. Donc ça permet à l'entreprise d'avoir ce qu'on appelle l'influenceur va permettre à l'entreprise d'avoir ce qu'on appelle une relation directe tout le temps avec ce qu'on appelle sa communauté, ou bien aussi en termes de visibilité, parce que l'entreprise peut faire des boostages sur les réseaux sociaux, peut communiquer, peut, mais souvent il peut pas avoir accès partout. Oui. Parce que ce monde le monde du numérique est tellement large. Donc, l'entreprise, souvent, ils ont une présence sur TikTok ou bien sur Facebook, mais cette présence reste à désirer. Donc, ils ont besoin de quelqu'un qui maîtrise, par exemple, ou bien qui évolue dans le domaine, de le secteur d'activité pour mieux, qui est présent sur Facebook ou bien sur Instagram, pour mieux faire ce positionnement de produits afin qu'ils puissent avoir ce qu'on appelle en termes de visibilité. Donc, pour vous dire que l'influenceur joue un rôle énorme, mais quand il s'agit d'un bon influenceur. Non, c'est important. Parce que nous, souvent, on est sollicité par les entreprises. Quand ils veulent travailler avec des influenceurs, ils nous demandent de regarder Flora. Est-ce que Flora a une communauté? Sa communauté, elle est une communauté engagée. Est-ce que Flora aussi a la possibilité de pouvoir, quand elle poste un produit ou bien un service, Flora a la possibilité de pouvoir pousser sa commune à acheter ou bien à suivre l'entreprise, etc. sur les réseaux. Donc ça aussi, c'est important, ça fait débat, en fait. Parce qu'il y a des gens qui ont des fortes communautés, mais les communautés ne sont pas engagées. Très bien, c'est-à-dire le produit passe, mais les gens n'achètent pas. Il y a d'autres qui peuvent avoir juste 500 ou 600 ou 1000 abonnés, mais les 1000, il y a au moins c'est la moitié qui vont aller acheter. Donc vraiment, il faut savoir faire cette petite nuance-là. Tout le monde s'autoproclame influenceur. C'est ça. Un vrai influenceur pousse ses abonnés, sa communauté, à pouvoir faire comme lui. Exactement. Donc voilà, j'espère que là on voit la nuance. Tous ceux qui ont des gros comptes mais qui n'influencent en rien là, vous n'êtes pas influenceur. Ils vont t'attaquer. C'est pas grave, la vérité est mieux. Ah oui, surtout. Alors la question, la digitalisation a-t-elle changé la manière dont les entreprises mesurent le succès de leur campagne marketing? Oui, surtout. Il y a énormément de changements, surtout parce que les entreprises, ils ont tendance à faire des campagnes. Oui. Alors, à travers ces campagnes, qui sont des campagnes qui sont bien déterminées, bien organisées pour chaque période. C'est-à-dire, ils peuvent se dire que chaque mois, ou bien chaque trimestre, ou bien chaque quinzaine, etc., on a tendance à faire des campagnes de publicité, de communication. Maintenant, sous forme campagne, j'explique souvent, il y a deux types de campagnes que l'on peut faire. Il y a ce qu'on appelle des campagnes ads et des campagnes qui sont traditionnelles. C'est-à-dire que les campagnes traditionnelles ne veulent pas dire que c'est des campagnes qui sont liées avec ce qu'on appelle le marketing traditionnel dont on l'avait expliqué en introduction. Mais c'est quand on fait vous avez par exemple des produits à vendre ou bien des services, vous pouvez faire juste des affiches, des vidéos, à travers des contenus et poster ça. Demandez à votre communauté d'aimer, de s'engager, à commenter, à partager ou bien à suggérer le plus à d'autres. Ou bien aussi, il y a cette possibilité de pouvoir faire des ads, des advertising, ça, les publicités. C'est avec ce qu'on appelle l'utilisation des cartes prépayées qu'on peut utiliser pour mieux booster ce qu'on appelle nos produits sur ce qu'on appelle sur Internet. D'où maintenant, la digitalisation en termes de données. Parce qu'aujourd'hui, si vous mettez en place des campagnes de publicité, par exemple, sur Flora, si vous êtes chef de projet digital, ou bien si vous êtes social media manager, ou bien si vous êtes community manager, ou bien si vous êtes responsable de ce qu'on appelle des insights, c'est à travers ce qu'on appelle les insights que je viens de souligner, ou bien les KPI, les Key Performance Indicators, que vous devez utiliser pour mieux orienter ce qu'on appelle vos campagnes de publicité. Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Vous avez publié cette produit ou bien cette campagne sur telle période, le taux d'engagement, vous avez eu d'engagement à telle période ou bien telle heure. Pourquoi, par exemple, quand le client entre sur votre site internet, met le produit au niveau ils mettent le produit au niveau de leur panier, mais ne valide pas souvent. Maintenant, c'est ce qu'on appelle cette digitalisation et données, KPI et autres, donc qui vont permettre de pouvoir connaître là où se trouve le problème pour mieux rediriger ce qu'on appelle sa communication, de pouvoir l'accès et d'avoir des solutions. D'accord. C'est vrai qu'avec la digitalisation, c'est plus facile de mesurer le succès ou la défaite d'une marque. Du marketing, exactement. Wow. Ah, en tout cas, le marketing est très intéressant. Ah oui. Surtout les KPI là, les KPI, les insights, etc. Donc,
se tournent autour de cette digitalisation qui vont permettre de rediriger surtout vos campagnes de communication. Ok. On va rentrer dans une phase très intéressante, la partie financière, qui intéresse beaucoup de personnes. Est-ce que les métiers du e-marketing payent bien? Ça là, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se posent la question. Oui, en fait, certes, c'est vrai, parce que comme moi, je suis une personne qui évolue dans le secteur depuis 2017-2018, et je peux dire alhamdoulilah, parce que en toute sincérité, je veux pas être ce genre de personne qui décourage peut-être les autres qui aimeraient embrasser ce qu'on appelle ce monde du numérique. Oui, ça paye bien. Ça paye bien si vous avez ce qu'on appelle les compétences, parce que c'est important. Oui, ça, c'est important. Parce que moi, j'ai l'habitude de le dire souvent. Si vous êtes entrepreneur ou bien si vous voulez, vous êtes passionné par tel ou tel secteur, donc essayez de faire de votre mieux pour être excellent là-dessus. Oui. Parce que si vous avez un bon profil portfolio, forcément les entreprises quand ils vous contactent, ils vont bien vous payer parce que là vous avez un job à faire derrière. Parce que déjà c'est pas facile. Quand vous avez la communication d'entreprise, c'est sa réputation qui joue. Imaginez gérer la communication d'une grande entreprise et que vous faites une communication de bad buzz négative, donc là ça risque d'être compliqué. Ça paye, mais ça dépend par rapport au ce qu'on appelle au job, parce qu'il y a le brand content, le social media, le community management, les spécialistes en référencement, le web marketer. Il y a énormément de jobs, mais chaque job a ce qu'on appelle ses coûts et prix. D'accord. Et aussi, en entendant parler, je me rends compte que lorsqu'on fait du marketing, on doit aussi avoir des bonnes notions en technologie. Exactement. C'est important. Surtout la pratique. Oui. La pratique, surtout. Surtout. C'est important. C'est important d'être aussi un bon codeur? Non, codeur, oui, non. Parce qu'en fait, ça rejoint directement ce qu'on appelle l'aspect, en termes de développement web haute, parce que les codeurs, quel que soit alpha, on a besoin de. Oui. En termes de marketing. D'accord. Souvent, en termes de redirection haute. Bon, maintenant, il y en a qui me disent que voilà, tel secteur ne paye pas. Certes, c'est vrai. Et il y en a d'autres qui disent que oui, tel secteur, ça paye très bien. Mais le plus important, c'est d'être excellent. Oui. Voilà, d'être excellent. On retient ça. Voilà. Soyez excellent dans tout ce que vous faites. Dans tout ce que vous faites. Soyez excellent. Je pense qu'on a assez parlé du marketing. Je vais maintenant me tourner vers vous parce qu'on va vers la fin de l'émission. Comment est-ce que vous êtes arrivé dans le domaine marketing? Est-ce que, comme on dit souvent que les marketeurs sont des bons parleurs. Est-ce que vous avez toujours été un bon parleur ou bien ça vous a toujours attiré? Comment vous vous êtes retrouvé dans ce domaine-là? Bon, moi, personnellement, j'ai pas toujours été un bon parleur, mais timide, hein. Toujours timide, en fait, parce que, déjà, j'avais toujours cette curiosité, parce que j'ai débuté sur les réseaux depuis l'avènement si vous vous rappelez, de 0.facebook.com. Ça fait, forcément, vous en rappelez pas. Vous avez forcément, vous étiez jeune. Ça existait, 0.facebook.com. Là, on avait l'habitude de se connecter gratuitement sur Facebook. Avec maintenant l'avènement des créations de groupes et autres, des pages qui venaient petit à petit. Donc, ça fait longtemps. Depuis plusieurs années, hein, 2010, 2011, etc. Okay. Donc, après, au fur et à mesure, j'ai commencé à m'améliorer, c'est-à-dire à créer des entreprises. C'est-à-dire, je suis entrepreneur tech aussi en même temps, à créer des entreprises et après à organiser des sessions de formation, à faire des certifications. Et après ces certifications, j'ai trouvé que c'est un monde qui est vraiment passionnant. Mais il y a des personnes qui m'ont tout le temps influencé dans ce monde au préalable. Donc, que souvent, je cite leur nom, Jorge Musokoro, Moussa Fassar, etc. Donc, il m'avait influencé. Surtout, et en embrassant aussi le monde de LinkedIn, je commençais à voir la part des choses et commençais aussi à faire, intégrer des groupes. Parce que j'ai commencé aussi comme ça. Il y avait une amie qui s'appelle Raymond. Donc, c'est la première personne qui m'avait donné 1500 francs pour que je puisse faire la publication de ces produits via les groupes Facebook que j'ai intégrés. Donc, j'ai commencé par là. Ça fait plus de 8 ans maintenant. Hein. Wow. Voilà. Mais on garde toujours de bonnes relations. Mais là, machallah, elle est devenue grande businesswoman, à travers ce qu'on appelle ces publications que je faisais, à travers les groupes Facebook que j'ai intégrés. Elle me donnait 1500. J'entrais au niveau des groupes Facebook. Je mettais j'intégrais, je publiais ces produits. Elle avait de bons retours, hein. Et après, au fur et à mesure, j'ai commencé à me dire que voilà, je vais mieux me perfectionner parce que c'est un métier qui me passionne et je suis très passionné par rapport à ça. C'est la passion qui m'a incité à devenir ça.
Je comprends. Voilà, il y a énormément de choses peut-être que j'ai pas cité, mais bon, c'est ça. Mais avec tous les invités que j'ai eu ici, il y a un mot qui revient, c'est la passion. Oui. Et je me rends compte que pour pouvoir aimer quelque chose et durer dans le métier qu'on fait, il faut avoir de la passion, il faut aimer ce qu'on fait pour être le meilleur à l'intérieur. Oui. Et ce que je retiens de votre discours, la passion, la curiosité vous a emmené à rester là. Est-ce que vous avez un mot de fin à dire à la jeunesse ou bien aussi à passer des salutations à quelqu'un? Vous pouvez. Oui. Alors, déjà, comme j'ai l'habitude de dire aussi, nous, on est là comme étant des missionnaires, parce que depuis, comme j'ai eu le temps d'expliquer, depuis plusieurs années, on évolue dans ce monde du numérique. On entend avec des structures, on forme des jeunes et tout. Mais le but derrière, c'est quoi? C'est de pouvoir faire de telle sorte que chaque personne qui utilise Internet puisse en gagner quelque chose. Oui. Que ça soit en e-commerce, que ça soit en personal branding, que ça soit en termes de développement d'un réseau ou bien en termes de texte, etc. Donc, le but derrière, c'est ça. C'est de l'éducation numérique surtout, qui est la base. Et ce que j'aimerais envie de dire aux jeunes, je suis toujours jeune aussi. Voilà, donc à mes amis qui me suivent, par exemple, aujourd'hui peut-être ils peuvent considérer un PMD comme quelqu'un qui influence dans le monde du numérique. Maintenant, ce que j'aimerais juste vous dire, c'est de vous perfectionner. Il faut beaucoup apprendre, surtout. Et moi, personnellement, je refuse le mot expert parce que j'apprends toujours. Surtout dans le monde du numérique, c'est des choses qui bougent tout le temps. Il y a l'intelligence artificielle, il y a énormément de choses qui bougent. Donc, c'est pour cela, en fait, ne vous dites pas être expert de très tôt parce que ça va vous limiter. Mais continuez à apprendre. Continuez aussi à poser des questions, continuez aussi à lire surtout. Moi, je suis une personne qui est très passionnée de la lecture. Je suis tout le temps quand je vois un livre qui parle de marketing, social media, automatiquement je l'achète. Donc, continuez à perfectionner, continuez aussi à apprendre surtout, c'est la base, et que faire de telle sorte que si on vous reconnaît sur telle activité, d'y exceller et d'être la personne meilleure, et que si on donne des exemples, cite des noms dans l'avenir, on vous citera votre nom. Waouh! Merci beaucoup, monsieur Mamadou Diouf. Merci. Je prends aussi les conseils, hein. Il n'y a pas que pour les téléspectateurs. Moi-même, je prends les conseils et je vais les appliquer. Pour être la meilleure dans mon domaine. Vraiment, les amis, on est arrivé au terme de l'émission. C'était un plaisir d'être avec vous. Je rappelle qu'aujourd'hui, nous avons parlé de la digitalisation en repensant le marketing. Et c'était un plaisir de pouvoir partager le plateau avec monsieur Pape Mamadou Diouf. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On a fait une très belle émission. Merci. Restez avec nous sur la télé-école, la chaîne 100% éducative. On se revoit la prochaine fois. Une nouvelle thématique, un nouvel invité. Restez avec nous. Au revoir. Merci.